9 films de la Nikatsu, parce que du coup Seijun Suzuki est un réalisateur de la Nikatsu studio, surtout entre les années 50 et fin 60, donc 68-67, qui se termine par La Marque du Tueur, et qui est caractérisé déjà par son importance nationale au Japon. C'est un réalisateur assez culte, parce qu'il est très fantastique, très bizarre, souvent il fait de la série B de commande, mais il court-circuite un peu les studios pour faire des œuvres un peu abrasives, des œuvres pop, un peu expérimentales, tantôt nouvelle vague, tantôt exploitation, tantôt érotique, et expérimenter les visuels très forts, très pop. Et aussi important parce que, outre-Atlantique, je sais pas c'est quoi là, moi je suis très nul en géographie, je sais pas c'est quoi qui sépare le Japon de la France, mais et de l'Occident, mais des réalisateurs comme Quentin Tarantino, Damien Chazelle, Wong Kar-wai, Jim Jarmusch, et je cite ceux-là parce qu'ils sont cités dans la bande-annonce de la rétrospective, s'inspirent très fortement de ce cinéma. Chazelle pour les couleurs, Jarmusch pour le côté un peu pince sans rire ironique de ce cinéma, où il a repris notamment pour Ghost Dog une scène de meurtre très célèbre dans Ghost Dog. Coucou Multicuiseur Moulinex, 12 en 1. Live, Domo aujourd'hui, ça m'énerve, mais bon, voilà, parce qu'on va parler de Suzuki où je me fais la rétrospective en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de sortie de la semaine. Et après, on va basculer sur Mamoru Oshii pour vraiment commencer Mamoru Oshii. Donc voilà, j'en avais déjà parlé au précédent live, mais j'avais vu qu'un seul de ces films. Là, j'en ai vu quand même pas mal, il m'en manque deux et j'aurais vu tous les films de la rétrospective. Putain, la miniature me fait rire. Euh, que du coup je recommande et je vais parler de ces films, donc la bande-annonce de la rétrospective qui met à peu près tous les films. Et évidemment, c'est des ressorties en majorité restaurées, 4K, très belle image et des bons sous-titres. Hein. Là, c'est traduit là. Hey, les films sont traduits, hein, n'est-ce pas, Toby Fox? Hein? Les films de Seijun Suzuki et tous les films japonais sont traduits. Hein. On va commencer par Branded to Kill est sur mon PC depuis 6 mois, toujours pas vu. Eh ben, Multicuiseur, tu peux profiter de cette rétrospective. Parce que Branded to Kill, je crois que c'est les marques du tueur. La marque du tueur, restaurée 4K au cinéma. Franchement, vas-y, hein. Et bah, j'en parlerai, je vais en parler après. Donc, la jeunesse de la bête, avec un acteur fétiche de Suzuki qui est comment il s'appelle, Joe Shishido. On le reconnaît parce qu'il s'est fait une opération chirurgicale de chirurgie, excusez-moi, chirurgie esthétique pour se faire des pommettes d'hamster là. Donc tu le reconnais très très facilement. C'est assez iconique et ça rajoute une aura autour du personnage qui, dans la jeunesse de la bête, va être un flic infiltré qui va se faire passer pour un mafieux qui va infiltrer deux groupes ennemis, deux groupes de gangsters ennemis pour les monter l'un contre l'autre pour se venger de la mort de son chef des flics qu'il suspecte d'avoir tué. Donc là on est sur un Seijun Suzuki du film de gangster, très stylisé, vous pouvez voir avec les images globalement, hein. Et ce qui est très très fort avec ce film-là. Alors, dans toute la rétrospective, je trouve que c'est un film pas lambda, mais tu vois, c'est un bon divertissement. C'est un bon divertissement de gangsters avec des gros salauds, des salopards qui font des conneries. Et donc, c'est surtout un divertissement. Là, pour le coup, je trouve que il n'y a pas grand chose à dire d'un point de vue fond, même s'il y a toujours, et ça c'est dans tous les Suzuki, une sorte d'observation de la société japonaise avec tel que le boom des boîtes de nuit, de la culture de nuit, des yakuza, des flics pourris et ce genre de choses, qui va être illustré avec des tours de passe-passe entre plusieurs contextes que moi j'aime beaucoup, et c'est ça qui est vraiment prenant, c'est de voir Joe Shishido se dépatouiller de situations de merde dans lesquelles lui-même s'implique et comment il va gérer tous ces personnages-là et toutes ces grandes têtes avec toujours une grammaire visuelle très forte, très riche, surtout avec les décors. Des très beaux décors, très beaux jeux de lumière, de couleurs. Celui-là, il est moins appuyé que par exemple pour le Vagabond de Tokyo, avec lequel je vais parler tout à l'heure. Mais il est quand même très efficace. Des scènes d'action, des scènes de poursuite, des situations qui sont toujours prenantes et qui est un thriller qui, comme tous les films de la rétrospective, mais globalement les films de Suzuki, sont très courts. Vu que c'est du cinéma d'exploitation, série B, où il enchaîne, il en fait 3-4 par an, hein. Enfin 2-3 par an plutôt, bah il va pas faire des films de 2 heures, quand il fait des films d'1h30, ça va à l'essentiel, et il n'y a pas de gras, c'est direct. Et Jeunesse de la Bête, c'est vraiment un très chouette divertissement de gangster qui,
je le répète, je vais le répéter, je vais arrêter de le répéter, mais évidemment, tous les films dont je vais parler sont diffusés en salle, et allez les voir en salle plutôt que de regarder, comme tu l'as dit, Multicuiseur, vos fichiers, parce que moi aussi j'ai ces films-là sur mon PC depuis longtemps, hein, mais c'est des fichiers hors restauration, c'est toujours mieux de voir un bon film au cinéma, avec une belle traduction française, quoi. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour profiter de ces films-là. Pareil pour le traitement sonore et les couleurs et blablabla et blabla, parce que bon, les fichiers en SD un peu nuls avec un son un peu dégueulasse, ben voilà quoi, genre La Marque du Tueur et d'autres films, je suis content de ne pas les avoir découverts comme ça. Donc voilà, Genèse du Tueur, c'est pas le plus matrixant, mais il est quand même très très bien, c'est un très bon moment. On va arriver avec Le Vagabond de Tokyo, qui est sans doute, je pense, un des plus célèbres de Suzuki, ou en tout cas celui qu'on va vite citer pour montrer sa palette visuelle, parce que Le Vagabond de Tokyo va aller plus loin dans les décors, les couleurs et j'arrive pas à dire en français, mais les set pieces, quoi, les séquences qui se passent dans un décor très fort, où c'est vraiment un film partagé sur Twitter, sur Instagram, pour te dire style et substance, et qui vont te montrer des plans du Vagabond de Tokyo, qui va te raconter l'histoire de ce personnage-là principal, qui est le Vagabond de Tokyo. Pourquoi ? Parce que c'est un ancien Yakuza qui, avec son chef, veulent se ranger et monter un business, mais tout à fait légal, un business avec un immeuble, sauf qu'ils se font choper et piéger par des anciens ennemis qui vont foutre la merde, et ce qui fait que ça va amener un cycle de vengeance sur tout le continent japonais, mais globalement c'est la neige et Tokyo, et où ce protagoniste, comme il est en cavale, parce que poursuivi par les flics, parce qu'il a fait une connerie, parce que il s'éloigne de son chef pour le protéger, et qu'il est aussi poursuivi par le gang ennemi, il est complètement vagabond, il va errer en se faisant aider par d'autres personnages. Et globalement, le film, pour le coup, je l'avais déjà vu à l'époque, mais je l'ai revu dans le cadre de cette rétrospective. Et malheureusement, je dois dire que celui-là, malgré sa réputation, malgré le fait que ce soit un des plus appréciés et célèbres de Seijun Suzuki, j'ai pas été complètement convaincu. Pourquoi ? Parce que déjà, tout cet aspect visuel hyper fort qu'on peut avoir, je sais pas si je peux montrer des images, mais quand vous tapez Tokyo Drifters, qui est le titre en anglais, vous allez voir, voilà, ce genre d'image, voilà, on voit bien, ce genre d'image, ce genre de décor très prononcé, voilà comme ça, très prononcé, qui donne vraiment envie d'être vu. Mais le problème, c'est que c'est pas une fraction non plus, mais c'est que c'est pas l'entièreté du long métrage qui globalement est joli, hein, comme ça, mais c'est que ça va popper d'un coup dans des moments signifiants, de manière des fois un peu aléatoire. Notamment ce plan qui est un des plus célèbres, celui-là il apparaît vraiment de manière aléatoire, et c'est agréable, hein. Mais ça étonne, et ça étonne d'autant plus que c'est Jun Suzuki qui joue beaucoup avec l'ironie, le second degré, la tragédie très forte, tard les japonais, quoi. Et là, normalement, ces codes-là de la série B du cinéma d'exploitation japonais en plus, qui est rigolo dans La Jeunesse de la Bête, là, ça me sort parce que c'est une histoire qui est très premier degré, mais qui va avoir des moments vraiment ridicules qui là ne passent pas et cassent un peu mon visionnage, je trouve. Et il n'y a que dans celui-là que ça arrive. Et c'est pas aidé par des fois des soubresauts de décors surréalistes où je trouve que le film ne coule pas en fait. Le film est trop segmenté dans sa mise en scène et dans ses situations où je ne rentre vraiment pas dedans. Mais bon, je vous conseille quand même de le voir au cinéma. Ça reste, c'est 1h24, 1h25, c'est vraiment court. Et globalement, ça va à l'essentiel. Donc il y a quand même des moments vraiment rigolos, des moments sympas, des personnages vraiment cool, les costumes sont vraiment beaux. Mais vraiment, celui-là ne m'a pas comblé. T'as pas marre de voir que ça m'a géré? Non, mais faut avoir autre chose dans la vie. Non, mais Poisson, c'est une dinguerie, j'en ai marre. Hein. La rétrospective Suzuki, puis après lancer Mamoru Oshii, c'est terrible. C'est terrible. Attendez. Ah putain, mais là, vous entendez pas de musique. Voilà, on va mettre de musique. C'est vraiment, j'en ai marre. Hein. Coucou Poisson. Hein. Poisson, bon anniversaire. Merci pour le follow, Wayland. Wayland Yutani. Encore un truc de japonais. Ah. Et donc voilà, Vagabond de Tokyo qui est un des plus cultes, mais voilà, profitez de la rétrospective qui se termine. Attends, je sais même pas s'il y a une date. Attends, rétrospective Suzuki.
rétrospective Suzuki 2026. Normalement, enfin, en tout cas, dans ma ville, c'est cette semaine où ça se termine. Cinéma, parce que je m'en fous des voitures. Mais je sais pas s'il y a une date nationale. J'ai pas l'impression. Ouais, non, c'est pas grave. Donc, manquez pas, hein, manquez pas. Refaille. Oui, mais je sais. Wayland Yutani. J'ai la ref. V la ref. Et les films Lupin dans l'histoire, t'en es où, coucou Sautet? Eh ben Sautet, normalement on regarde les OAV encore cette semaine parce qu'on attend, mais de toute façon, normalement si tout se découpille bien, d'ailleurs coucou, si tout se découpille bien, on regarde les OAV avant vendredi. Normalement vendredi pour des raisons, pour aller à un crémaillère d'un pote, je vais à Paris et à Paris j'essaye de choper une séance pour Lupin, la lignée d'immortel. Et je pourrais comme ça je pourrais le voir en salle. Donc, normalement, c'est comme ça que ça se dégoupille. C'est son seul vrai film que j'ai vu, celui-là à cause de Coco. Comment ça, vrai film? Il a fait que des. Tu veux dire avant sa période un peu autorisante où il a arrêté de faire de la pure commande et qu'il a commencé à s'approprier les œuvres? Ouais, c'est quoi cette bande-annonce? Ok. Tu vas tellement tester Immortel, je sens. Ben, je verrai, je ferai mon propre avis. Faut avoir vu la série pour voir Lupin. Alors, Wayland, Lupin, tu peux commencer par où tu veux. Lupin, c'est une série où en gros, t'as un cast de personnages et ils vont avoir plein d'aventures décorées les unes des autres. Donc non, t'as pas besoin de voir la série. Et la série, c'est déjà épisodique, c'est-à-dire que t'as un épisode et un épisode, c'est la série des années 70 comme celle des années 80, la partie 1, la partie 2 et la partie 3. Je crois que les dernières parties se suivent de l'épisode 1 à l'épisode dernier épisode, mais par exemple tu peux regarder la partie 2 épisode 37 de Lupin 3, c'est très bon, et c'est pareil pour les films et les OAV. Par contre, la particularité Wayland de Lupin, c'est les Lupins de Takeshi Koike. Donc je sais pas si tu connais Takeshi Koike, mais c'est le mec qui a fait Redline, qui a fait Redline et qui est un animateur très talentueux. Redline, je conseille, c'est un très bon film. Et en fait, il a fait une série de OAV, donc de 50 minutes, centrée sur chacun des personnages du crew. Et ceux-là, par contre, faut les voir avant de voir le film qui va sortir au cinéma là. Mais globalement, la majorité des Lupins, tu n'as pas besoin de voir les autres trucs. C'est décorrélé du reste. Voilà. Faut avoir vu 5 films en gros pour celui-là. Bon, il y a encore les films, c'est 5 OAV enfin, c'est 4. Non. Attends. Goemon, Zigen, Miné. Ouais, non, c'est 4 OAV de 50 minutes. Le secret de Mamo. Ah oui, le secret de Mamo, apparemment. Oui. Bah, le secret de Mamo, c'est le premier long métrage Lupin. Donc, apparemment, faut le voir pour celui-là, c'est vrai. Ouais, bon, écoute. De toute façon, je l'ai vu, donc il faudrait que je le revoie, mais bon. Bah, j'ai vu des téléfilms, ils sont films Lupin, quoi, c'est pas représentatif. Mais du coup, c'est quoi le truc de Suzuki là que tu me parles là de vrais films poissons? Et du coup, la Wayland, oui, du coup, bah, Skinofo, je crois que j'ai déjà parlé, mais là, je parle de la rétrospective saison de Suzuki qui passe dans les cinémas, dans les bons cinémas de France. Je bois un peu, excusez-moi. Et donc, bah, c'est ça, j'ai vu que des téléfilms de Suzuki. Ah, ok. Bon, bah, regarde ces films de cinéma. Notamment, moi, je trouve pour moi, l'un des meilleurs de Suzuki que j'ai pu voir de la rétrospective, c'est La Barrière de Cher, où ça se passe pendant l'occupation américaine dans la directe après Seconde Guerre mondiale, un Japon ultra pauvre, gangréné par la criminalité, où la misère est crasse et c'est vraiment bidonville, horrible et tout ce que tu veux, où tu vas suivre un groupe de prostituées clandestines, tu vois, genre elles sont à leur compte, à travers une nouvelle meuf qui dès le début se fait violer par des GI et après va se retrouver dans ce contexte-là où, et c'est important dans le film de préciser, si tu as du sexe non tarifé, que tu as une relation amoureuse et que tu n'arrives pas le sexe, tu vas te faire déglinguer la gueule par ce même groupe de filles. Et en parallèle, tu vas avoir Joe Shishido qui va être un contrebandier qui va tomber... Je vais peut-être éviter de montrer la bande-annonce en fait. Je me rends compte. Un contrebandier qui va trouver refuge et être blessé dans leur planque, ou je sais pas comment on pourrait appeler ça, une sorte de
C'est pas une maison close parce qu'elles sont dans une sorte de ruine, les protagonistes féminines. Et là, ce qui est trop fort dans ce film-là, bon, je peux remettre, je crois pas qu'on voit les seins et ce genre de trucs. Ce qui est vraiment prenant dans ce film-là, c'est toute la reconstitution de cette époque et toute cette crasse qui est vraiment visible. Tu vois, voilà, les meufs elles suent, les gens, tu sens que ça pue, que ça grouille, et que c'est vraiment la misère très crasse. Et c'est là où Suzuki, on va, on va muter ce connard. Tac, tac, tac. Bannir. Hop là. Excusez-moi pour le dérangement. Et donc, voilà, la reconstitution de ce marasme qu'est le Japon à cette époque-là est vraiment prenant. Et c'est couplé par un rythme et un montage. Le film, comme tous les films, dure 1h30. Ça va vite. Il y a rarement des séquences qui durent plus de 4-5 minutes. Et du coup, t'es juste effréné dans la survie au jour le jour, qui marche vraiment bien, avec en parallèle des sortes d'intrigues qui vont se recoupler vers la fin. De Joe Shishido qui va tenter de monter une sorte de deal avec la pénicilline qu'il a volée aux Américains. Avec une histoire d'amour secrète qui essaye de cacher une des meufs du bordel. Et le quotidien, globalement, de ces personnages-là, qui va être, ouais, voilà, ça va mélanger la tranche de vie avec les petits éléments scénaristiques que moi j'ai trouvé hyper prenant, et visuellement c'est en même temps, alors attendez, je vais peut-être, parce que là oh la merde, oh pardon, hop, parce que la bande-annonce sur ce moment-là, c'est un moment qui est assez crade. Ouais, voilà. Voilà, bande-annonce, excusez-moi, je vais remettre la rétrospective Seiji Suzuki parce que la bande-annonce de celui-là, déjà, elle est hyper longue. Et il y a des moments un peu bannés. Hein. Hop. Ah bah tiens, il y a une rétrospective, il y a un autre jour, tiens. La Berre de Chair. Ils l'ont sorti il y a 8 ans. Ah, c'est marrant, ils ont déjà sorti des films. Bah comme quoi c'est une Suzuki en France, il est... c'est pas la première fois qu'il y a une rétrospective. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis perdu. Oui, voilà. Visuellement, ça va mélanger un réalisme assez cru de la réalité des prostituées clandestines au Japon et de la violence qu'est cette misère, mais des moments suresthétisés où ça va mélanger surréalisme et vraie misère. Parce que déjà les couleurs des robes des 5 meufs est hyper tranché, quoi. C'est là où il y a les inspirations, je pense, de Damien Chazelle pour son cinéma, mais aussi le cinéma de... Oh, putain, le cinéma... Bon, tant pis, je vais pas mettre de bande-annonce. Hein. Le cinéma de comédie musicale de Hollywood, de l'âge d'or, les chansons rouges de Powell, Chantons sous la pluie, où c'est vraiment une époque qui va vraiment emprunter à un cinéma comme ça. Cinéma qui s'exporte de majoritairement parce que les Américains veulent faire leur soft power. C'est pour ça que le CNC en France, on s'est pas fait complètement yankeeisé. Et avec voilà des mouvements de caméra, des décors où ils sont dans des ruines bizarres, pétées. C'est quasiment post-apocalyptique des fois où ils évoluent les personnages. Et c'est à l'image de cette ouverture. Comme beaucoup de films japonais de cette époque, ça s'ouvre par un générique de début, quoi, avec une musique et des images fixes ou alors des dessins. Et là, c'est des dessins, des sortes de croquis de prostituées, mais de groupes de prostituées un peu cadavériques, bizarres, et on dirait du Autodix. Pour ceux qui ne connaissent pas Autodix, c'est un peintre allemand qui a peint pour la Première Guerre et ce genre de trucs, avec des personnages très fragmentés, très... voilà, très... qu'on appelle ça ouais, fragmenté, gueule cassée, genre de choses. Donc il y a un peu un côté Autodix, un côté Jason Bacon qui marche bien et qui représente bien tout ce que va être le long métrage, c'est-à-dire te montrer des persos cassés, en misère, et que c'est tellement une période hardcore et horrible que les tentatives de regagner de l'humanité est vouée à l'échec en fait, et vouée à t'attirer les foudres des autres, parce que la normalité dans ce contexte-là précis, c'est celui de la fange, de la méchanceté, de l'égoïsme, du châtiment, de la vengeance, de la violence. C'est ça la normalité. Et c'est essayer d'être anormal, d'être en marge de cette réalité-là, va te conduire à des mauvaises choses. Et c'est ça que je trouve vraiment très très fort dans La Barre de Chair, qui est un excellent film et que j'encourage fortement à aller vous procurer une place
en salle. Tout comme je vous recommande d'aller voir aussi La vie d'un tatoué. La vie d'un tatoué qui est... oh là là, oh putain. Et ben là, c'est là qu'on est content d'avoir des restaurations en très bonne qualité au cinéma, les gens. Hein. La vie d'un tatoué, tu vas avoir deux frères qui vont, parce qu'il y a cette scène-là qu'on voit au début, qui vont tuer quelqu'un. Et ils vont s'enfuir dans la campagne pour essayer d'aller en Mandchourie. Sauf que pour aller en Mandchourie, ils doivent payer leur bateau. Et ils vont essayer de trouver un boulot en attendant de se barrer pour gagner de l'argent. Mais entre-temps, ils vont se faire poursuivre par le clan de ceux qu'ils ont tués. Et il va y avoir des trucs de jalousie, de triangle amoureux, d'enquête, de trahison et tout ça. Ce qui fait que c'est un mélange de films de cavale, tranche de vie de ces personnes-là. J'ai un peu pensé à Languille, de je sais plus quel réalisateur, mais un film de 97, Languille, qui était vraiment très sympa. Où tu vas suivre pareil un mec qui sort de prison et qui fait essayer de refaire sa vie en tant que coiffeur. Et donc ce côté tranche de vie marche vraiment bien, qui est filmé dans un décor, là pour le coup c'est beaucoup filmé en décor réel et c'est vraiment beau. Et avec plein d'éléments qui sont mis en place, avec un enquêteur comme je l'ai dit, et des jeux de pas de chat et de souris, mais de plein d'éléments qui sont un peu mis comme ça et qui vont se regrouper avec l'étau qui se resserre sur les deux frères qui essaient de cacher leur identité aussi, quoi. Donc ça marche vraiment bien. Ils sont diffusés, Yumiji, dans la rétrospective. Non, c'est une rétrospective de la Nikatsu. Parce qu'après 67, il s'est fait virer pour la marque du tueur, et ça j'en parlerai après de la marque du tueur. Il s'est fait virer Suzuki, et donc il a une traversée du désert, et c'est avec les gens qu'il a inspirés en Occident qui va pouvoir faire la trilogie Taisho. Mais c'est pas Nikatsu, et c'est une rétrospective Nikatsu, donc là tous les films là c'est les années 60. Donc 62, 63, 64, 65, 67. 66. 67, 6, 7. Et donc la vie d'un tatoué est très sympa. Mais, parce qu'il y a un immense mais. Voilà, il m'amour à poisson. Je vois le film et je me dis, il est très bien fait. Il est très sympa. Les décors sont vraiment jolis. Les acteurs, l'acteur qui joue le frère bourru là, lui, je le trouve vraiment très très bon dans le rôle. C'est très sympa. Et puis il y a toujours des plans et un vrai savoir-faire. Notamment des plans où beaucoup de foule, pareil, ce côté un peu documentaire. Pas documentaire, mais de te montrer une réalité qu'il y avait dans Les Fleurs et les Vagues, ouvrière, une réalité du capital. L'argent est très très important dans Suzuki, le capital, le capitalisme et ces sociétés gangrénées par le vice, qui est aussi lié à l'argent. Et là, parce que tu vas suivre d'un groupe de mineurs qui vont, mineurs ouvriers, et toujours, voilà, c'est le groupe qui est vraiment bien filmé, avec les moments d'hésitation et des moments d'enquête, etc., où tu vas avoir des jeux de mise au point au sein d'un grand mouvement de foule qui marche vraiment bien. Mais je me dis, bon, le film, j'ai l'impression que c'est un peu le film mineur de Suzuki, parce que ok, l'intrigue elle est sympa, je vois le truc, bon, ok, et quoi. Mais arrive la troisième partie, le climax, l'acte 3 globalement, où là ça va totalement switcher et se réveiller, parce que toute l'intrigue c'est un Yakuza qui se cache, et il va se passer un événement très important qui fait que le Yakuza va se réveiller, il va devoir redevenir ce qui se cachait. Le film, pareil, sur le côté la vérité, l'étau qui se resserre, et essayer de s'assumer et d'assumer son parcours est extrêmement important dans ce film là, mais je vais pas trop en dire. Le film a une excellente fin, et c'est les meilleures séquences que j'ai vues parmi les meilleures séquences que j'ai vues de la rétrospective Suzuki. La fin de ce film est excellente et justifie en fait tous les retenues que j'avais autour de ce film là, parce que là il va vraiment aller dans le style, aller dans une mise en scène ostentatoire, ou le genre pour lequel il est connu avec le Vagabond de Tokyo et tout ça, là ça va être revenu, et ça va être des scènes d'action, du coup ça va être des enchaînements de combats en long plan, ultra créatifs, plein de plans différents, et c'est limite frustrant que ça aille aussi vite, parce que t'as genre sur ces 20 dernières minutes, plein de plans, plein d'idées à la seconde, et ça dure pas plus de 2-3 minutes la scène, et t'es là avec des longs plans bien chorégraphiés, avec des lents travelling, des décors magnifiques, où tu vas avoir en fait tu ne vas plus avoir de sens et de rigueur et de cohérence dans l'espace que parcourent les personnages, qui était pourtant le cas pendant tout le début du film, qui est plutôt réaliste. Et là c'est du full studio avec un langage cinématographique
qui n'a plus de sens, et c'est ça qui est génial. Genre à un moment ça se combat sur un tatami, et tu vas voir un plan de dessous où les persos se tiennent sur du verre, ça n'a aucun sens. Tu vas voir plein de salles où enfin c'est pas les tatamis mais c'est les murs là, ou les murs blancs là, qui vont être de couleurs différentes à chaque fois. Tu vas voir une nuit noire où tu vois que c'est tourné en studio, et complètement déployer le côté surréaliste et l'autre monde dans lequel est plongé le perso qui voulait échapper, quoi. Et c'est ça que je trouve vraiment excellent dans La vie d'un tatoué, et qui, tu vois, c'est le genre de film où la troisième partie, le dernier acte, recontextualise tout ce qui se passe et est vraiment hyper fait sens et est magnifique, en plus d'être juste esthétiquement super beau à voir. La rétrospective qui commence à 14 chez moi. Ah bah en plus c'est différé, c'est pas bah, voilà. Franchement, checkez la rétrospective si c'est en ce moment chez vous ou plus tard. Mais franchement, La vie d'un tatoué, je recommande très très fort. Ce que je recommande moins, c'est Les fleurs et les vagues et Le vagabond de Tokyo. Mais c'est quand même des films qui valent le coup d'être vus. Mais pour moi, à pas louper, c'est La vie d'un tatoué. Je dirais, j'en parlerai plus tard, mais La marque du tueur et Barrière de chair. Donc La vie d'un tatoué, c'est super. Et ça me permet aussi d'embrayer avec Seijun Suzuki, qui, dans ce film-là, mais dans d'autres aussi, va purement parler en termes cinématographiques, parce que c'est de la série B, du coup il va s'amuser et faire des choses qui vont aller vers le surréalisme et le surréel, et donc il va jouer avec un langage purement cinématographique qui n'a aucun sens d'un point de vue de la diégèse, mais qui a du sens en tant que spectateur. T'as notamment tout un truc dans ce film-là avec un personnage qui a des chaussures rouges. Je vais pas dire ce qu'il en retourne, je vais pas dire ce qu'il fait par la suite, mais il y a une sorte de petit twist avec ses chaussures rouges qui fait que, putain, ça n'a de sens que quand tu regardes le film, mais d'un point de vue émotionnel. Mais d'un point de vue de ce qui se passe dans le film, ça n'a aucun sens que le personnage ait des chaussures rouges. Donc il y a plein de trucs comme ça que je trouve très réussi dans La vie d'un tatoué, qui est décidément un très bon film, et qui m'a rattrapé totalement, parce qu'au début je me disais mais qu'est-ce qu'il faut dans cette rétrospective, il est sympa hein, mais rien de fou, et en fait, et non, c'est un très très bon Suzuki. Bonjour les oiseaux 23. Putain, juste Élégie de la bagarre, Vagabond Toki, La vie d'un tatoué et Fleur vague. Eh ben c'est très bien. Élégie de la bagarre, j'y vais ce soir. J'y vais ce soir, et Histoire d'une prostituée, normalement je peux le rattraper dimanche. Mais si je le rattrape pas dimanche, c'est Baiser, Histoire d'une prostituée, qui a l'air d'être un de ses meilleurs. Mais Légie de la bagarre, donc j'en parlerai à un prochain live, hein, mais je l'ai pas encore vu. Je le vois ce soir. Et j'ai hâte. Parce que toujours avec Seijun Suzuki, ce qui est trop bien, c'est que il fait des films à la chaîne, hein, mais c'est pas non plus Miike où il fait 4 films par an. Mais c'est toujours des films différents qui proposent des choses différentes, des tons différents, et même dans son même dispositif de mise en scène, il varie en fait. Il varie, et notamment pour un film qui m'a ultra désarçonné, que je suis pas sûr d'avoir aimé au début, mais qu'en fait, il grandit en moi. C'est La marque du tueur. Alors là, La marque du tueur, c'est c'est assez gros. Tu as toujours Joe Shishido, le mec avec ses joues de hamster là. D'ailleurs, les Ozo 23, je parle de la rétrospective, c'est Jun Suzuki. Pour après, on va parler de Mamoru Oshii, donc vraiment Japon. J'ai l'impression que vous entendez pas Spotify. Ah si. Vous dites que c'est la musique qui est trop forte. Hein. C'est Jun Suzuki qui va te parler du coup de l'histoire de Joe Shishido, qui est un tueur à gages très très compétent, qui est le genre numéro 3 ou numéro 4 de l'organisation des tueurs à gages. C'est un film qui est très minimaliste hein, d'ailleurs. Et son but, ça va être de devenir numéro 1. Sauf que tuer le numéro 1 va être plus compliqué que prévu. Et entre temps, il va tomber amoureux d'une meuf qui fantasme la mort. Et qui pourrait même être une sorte de manifestation de la mort. Donc c'est très, c'est très éthéré, très minimaliste, parce que c'est un film quasiment expérimental en fait. Enfin, c'est très particulier comment le film, le principe, c'est de te montrer un paysage mental autour d'un tueur. Et j'ai eu une présentation en amont de la séance qui me donne des clés de lecture, où Suzuki parle aussi de la société de compétition totale entre les individus, qui fait que c'est aliénant, c'est un palais mental ultra individualiste et égoïste, violent, et qui rend fou, et dans lequel tu ne pourras pas t'en sortir indemne. Et petit point historique, ce film-là marque la fin de carrière de Suzuki à la Nikatsu. Donc c'est vraiment un film important globalement, parce que un film qui est trop sulfureux,
qui est déjà... Suzuki a déjà un culte autour de lui et symbolise la contre-culture japonaise de l'époque. C'était aussi la pleine époque où il y a eu les manifs étudiantes et plein de contestations gauchistes communistes très fortes à l'époque. Bon non, ça a disparu tout ça au Japon, hein. Parmi lesquels Suzuki en faisait partie. Suzuki qui a été un militaire en Mandchourie totalement traumatisé, qui va aussi déconstruire cette violence, ce rapport à la violence et la manifester de manière crade. Très plot de Sogoichi, bah j'ai pas vu assez de Sogoichi pour être d'accord ou non avec ce que tu dis, mais en tout cas c'est un film qui est très minimal parce qu'il va te filmer le paysage mental en fait. C'est-à-dire que tout le scénario se tient sur un timbre-poste, c'est vraiment il veut tuer le numéro 1 et puis il tombe amoureux de quelqu'un. Donc c'est très facile à suivre d'un point de vue histoire, mais par contre pendant les 1h30 t'es sur une pérégrination mentale très très forte et la bande-annonce en montre vraiment pas beaucoup, hein. Sur toutes les expérimentations visuelles, ce qui se passe à l'image, t'as des collages d'images à la Dziga Vertov, tu as par exemple la meuf avec laquelle il tombe amoureux, elle est tout le temps liée à la mort et à la pluie. Et c'est-à-dire que quand elle apparaît, il y a la pluie qui apparaît, t'as des jeux d'ombre et de lumière, tout est en noir et blanc, mais tout est en contraste. Et aussi, dans le film, il y a plein de séquences d'action, surtout au début et à la fin, il y a des séquences d'action, mais les séquences d'action sont dingues d'inventivité et de virtuosité qui est aidée par ce contraste-là, où tout est forme, tout est des formes en blanc, et du coup, c'est des plans qui sont composés, où tu comprends tout de suite les jeux de pouvoir, les rapports d'échelle, par ce noir et blanc, qui est avec une photographie magnifique. Et sachez que c'est un film où il y a un immense ventre mou au milieu, je trouve, mais ça participe à ce côté errance où t'es perdu. Et il faut savoir que le scénariste, c'est un pseudo, parce que derrière ce scénariste se cachent 8 personnes qui sont chacun des spécialistes. Donc à un moment, tu passes d'un truc érotique à un film d'action, un truc bourrin, à une sorte de comédie crypto-homosexuelle, à un truc un peu horrifique, bizarre, un truc un peu thriller enquête, et ça passe du coq à l'âne. C'est assez déroutant. Et ça fait un film qui est vraiment bizarre. C'est un geste de cinéma très... Ouais, pour le coup, je pense qu'on pourrait vraiment l'appeler un peu quasiment expérimental. C'est pas du cinéma expérimental, loin de là. Mais c'est où j'ai été... l'inventivité de la mise en scène est assez dingue. Et je tiens aussi à dire, et que c'est le cas pour tous les films de Suzuki, le traitement du son est hyper réfléchi et hyper intéressant. Dans Le Vagabond de Tokyo, dans La vie d'un tatoué, ce genre de trucs, il y a plein de trucs avec le son. Mais là, je suis plus sur ces films-là. Mais je prends par exemple pour ce côté minimal, ce côté paysage mental, ou mais dans les autres films de Suzuki aussi, hein, pas tous, mais beaucoup quand même, l'ancrage dans le monde normal est assez minimal, c'est-à-dire que c'est des films qui sont un peu sur un plan différent d'une autre, quoi. Et dans celui-là, c'est totalement le cas. Je pense notamment à des scènes où il est en extérieur. Il va par exemple aller chercher une sorte de colis dans vous savez, dans les casiers publics là où tu mets une pièce puis tu prends une clé là. En fait, le son, ça va se passer en extérieur avec une circulation et plein de gens, mais va pas y avoir de son. Tu vas juste entendre les bruits de pas du personnage principal et les bruits des choses dans lesquelles il interagit. Et ça crée vraiment un sentiment de surréaliste et de pure focalisation sur ce personnage-là et sur son monde à lui, qui est assez dingue, je trouve. Donc la marque du tueur à ne pas rater en salle, c'est assez ouf. Sachant que dans la nouvelle vague française, il y a des traitements absolument... Alors par contre, Poisson, la nouvelle vague, il y a beaucoup de nouvelles vagues dans Suzuki, hein, avec les jeux de format, la caméra à épaule, la caméra brinque-ballante, les jeux de collage qu'il pourrait y avoir. Pour le coup, non, la nouvelle vague, on est fort là-dessus, et ça a infusé avec Suzuki, hein. Il y a du Godard dans Suzuki, hein. Justement, j'ai envie de te dire que c'est... oui, bah oui. C'est justement ces trucs-là, avec le son, c'est parmi les moments sympas qu'il y a dans du Godard, hein. La bande-annonce m'a eu, je regarde cet après-midi. Bah, si tu peux le voir au cinéma, Oiseau, si près de chez toi il y a la rétrospective, je te conseille vivement de le voir au cinéma, parce que c'est des restaurations 4K, etc. Donc, les trucs que vous avez sur vos PC, je sais pas si c'est d'aussi bonne qualité, j'espère, hein, mais je recommande. Bah, moi, ça dépend, Poisson. Il y en a, ils sont dégueulasses, genre, comment il s'appelle Bande à part, il est assez ignoble, mais globalement, il y en a, ça va, hein. Et le dernier que j'ai vu, c'est Carmen de Kawashi.
Carmen de Kawashi que j'ai vu hier, donc, alors je sais pas si c'est une ressortie ou une sortie nationale première, mais c'est ça qui a lancé la rétrospective en France en tout cas. C'est qu'ils sortent ce film et dans la foulée ils ressortent la rétrospective. Est-ce qu'il y a... Voilà. Bon là c'est la bande-annonce, pas restaurée ni rien. Hein. Ou donc, tu vas suivre Karamen de Kawashi, lol, qui est une jeune femme ingénue qui commence dans les 5 premières minutes, et c'est pas montré, hein, voilà, c'est ça là, elle va se faire violer par 5 gars, ça va être ellipsé, hein, on va pas être montré, mais on va juste voir ce moment là avec plein de gens qui vont la capturer, et flash au noir, ellipse. Et donc c'est l'histoire de Carmen de Kawashi qui va avoir un parcours où elle va aller de contexte en contexte et de rencontre masculine en rencontre masculine, mais pas que, et globalement subir toute la violence misogyne, patriarcale, mais aussi de servilité intériorisée de la femme au Japon et et du fait de faire passer ses intérêts après celui de l'homme très fort quoi. Et ça va aller de plus en plus loin avec tout un jeu sur le voyeurisme aussi, sur ce sentiment internalisé et le rapport qu'on a au spectateur et le fait de voir une actrice fétiche Suzuki qui est très jolie, qui est très jolie, et c'est important dans le film qu'elle soit belle et jolie parce que du coup il y a plein de moments où du coup tout le monde la regarde, c'est vraiment un film sur le male gaze, mais quand elle est dans des contextes solo etc, le film, comment c'est une Suzuki la filme, est moins pervers que les autres regards masculins. C'est-à-dire qu'à un moment tu vas la voir prendre son bain, mais ça va être toujours mis élégamment, c'est-à-dire on va juste voir en plan large, on va juste voir ses têtes et ses épaules, etc. Ou de derrière quelque chose. Il y a toujours une dignité quand il est filmé, et aussi pour le personnage principal qui est toujours plein de vie et qui essaye toujours de s'en sortir quand même elle vit des horreurs et des trucs bizarres. Et pallier à sa servilité intériorisée qu'elle va déconstruire plus le film avance et plus le film va déconstruire son propre rapport aux hommes et à la servilité. Et donc c'est ça qui est intéressant, surtout que visuel, elle va passer sur plein de contextes. Elle va passer de contexte aisé à contexte pauvre, elle va être en position de dominance avec un autre homme où il va être homme au foyer, et à l'inverse elle va être femme au foyer d'un mec totalement pauvre. En fait ça va passer du coq à l'âne sur 1h29, ça c'est un film qui va assez rapidement. Donc ça qui est intéressant, avec toujours visuellement très très fort sur le milieu du boom de la nuit, parce que si c'est le Japon dans les années 60, c'est un Japon en pleine transformation, et Suzuki va filmer cette transformation là d'un point de vue qui va pas plaire aussi au cadre de la Nikatsu, hein, mais vu que ça coûte pas cher, ils sont pas très regardants, sauf que notamment avec la marque du tueur ça commençait à se voir, et là politiquement ça prend trop d'ampleur et du coup ils vont essayer de le tège. Et donc ce film là va aussi jouer avec les formes, que ce soit les décors, notamment t'as tout un truc avec une maison de poupée, avec la lumière, voilà, des gros cadres comme ça pour montrer un prêtre qui est important jusqu'à la fin du film. Tout le rapport à l'argent aussi, qui est très important dans celui-là, mais dans toute la filmographie de Suzuki. Donc ça fait un film qui est sympa. Mais j'ai été très désarçonné parce que t'as tout ce rapport de violence là, mais qui des fois mais le film est un peu drôle en même temps. Et c'est ça que j'ai trouvé trop bizarre, c'est que je sais pas si c'est pour te montrer, et c'est là où le film il est intéressant, parce que moi il m'a perdu un peu, mais dans le sens où je sais pas trop quoi en penser, que les moments un peu rigolos, un peu absurdes avec des hommes qui l'ont violé avant quoi. T'as notamment tout un arc qui dure 10-15 minutes, hein, mais avec un gars qui l'a violé, mais si il l'a violé, mais en gros elle était trop bourrée et il a eu des relations avec elle alors qu'elle était complètement bourrée et qu'elle s'en souvient plus, donc en soi il l'a violée. Sauf qu'après elle va avoir une sorte de relation de couple avec lui et c'est un peu rigolo. Du coup je sais pas sur quel pied danser, si c'est juste Suzuki et que le film est trop vieux et que parce qu'il est trop vieux il y a des moments où aujourd'hui c'est très malaisant de voir, ou si c'est qu'il te filme et que les gens qui ont créé ce film te parlent de cette servilité intériorisée qui est absurde en fait. Et en fait je sais pas sur quel pied danser, et c'est ça qui est intéressant, hein. Mais je pourrais très bien entendre la critique de quelqu'un qui te dit et c'est un exemple qu'il y a dans tout le film, hein. Je pourrais très bien entendre la critique de quelqu'un qui te dit c'est un film féministe avant l'heure, c'est un film hyper en avance sur son temps et c'est génial et c'est un film qui est riche, etc. Et je pourrais totalement l'entendre, tout comme quelqu'un qui me dit ouais un peu Bertrand Blier, même si j'ai rien vu de Bertrand Blier donc je peux pas juger.
Tout comme quelqu'un qui peut dire c'est de la merde misogyne, racoleuse, horrible, un des pires films que j'ai vus. Et je pourrais totalement entendre ce point de vue. Moi, je considère quand même que c'est au-delà du traitement misogyne ou féministe qu'il pourrait y avoir, c'est quand même un film qui va avoir quand même un personnage qui est interprété, l'interprète, elle est excellente dans le rôle, vraiment, elle porte le film de fou. Tout le jeu sur le voyeurisme et le regard, je trouve d'un point de vue mise en scène, tend plutôt à montrer une certaine dignité voulue pour le personnage de la meuf, et qu'à chaque fois qu'elle est un peu objectifiée, etc., c'est quand un homme la force à l'être. T'as toute une scène avec des projecteurs et des caméras qui sont montrés à l'écran, qui est très important. Que voilà, c'est cette scène où c'est un gros gars libidineux qui va lui dire je veux te regarder à poil. Et voilà quoi. C'est vraiment quand les hommes font la chose qu'elle va être objectifiée, mais sinon quand elle est toute seule, il va y avoir une dignité. Et le personnage aussi qui va garder cette dignité et cette force, pas la force du désespoir, mais une force d'aller en avant, qui rend le film pas trop plombant, quand bien même c'est constamment, toutes les 5 minutes, elle se fait harceler sexuellement, elle se fait agresser, elle se fait mal parler, elle se fait embrasser de force, elle se fait grapper les fesses. Enfin, c'est sexual harassment le film quoi. Mais du coup, c'est vraiment un film très particulier que j'encourage à voir pour la quand même. Mais c'est voilà, franchement, je sais pas trop quoi penser de ce film, et du coup, ça fait un film que je suis content d'avoir vu, que je vais lire des retours et des trucs autour avec beaucoup de plaisir. Même si pour le coup, là où je suis plutôt certain de mon avis dessus, c'est la dernière partie du film, où après toutes ces déconstructions sur les hommes, sur la misogynie, sur la servilité volontaire, etc., elle va revenir dans son milieu natal, dans laquelle, mais complètement changé. Et là, le film, je trouve, il se prend les pieds sur le tapis. Il y a une sorte de statu quo qui revient à la fin. Je comprends pas la fin. La fin, je la trouve toute pourrie. Ça dure des plombes. Ça remet une sorte de nouvel arc en place. La fin, je la trouve toute pourrie. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film très intéressant. C'est un des réels les plus importants dans mon rapport au cinéma. Blié, pour te dire, niveau de misogynie, j'avais un peu le même ressenti devant la belle de Sadness. Ben, j'ai pas vu ni Blié ni Sadness, donc je ne pourrais pas épiloguer là-dessus. Sachant que le film, il y a un plan que j'aime beaucoup, où c'est avant que le gars viole Carmen quand elle est bourrée. Enfin, c'est après qu'il est violé, bourré, inconsciente. T'as une sorte de plan large où elle est sur un lit. En fait, il y a des miroirs. Pareil, le jeu du miroir et des reflets est très important. Où dans le cadre, on va voir un lit, mais on va juste voir ses pieds qui dépassent, parce que du coup, pour voir qu'elle est à poil dans le lit. Et en fait, tu vas avoir des miroirs un peu sales sur les plafonds qui font que tu vas voir son corps dénudé, mais un peu différent, un peu caché par la buée, par la saleté des miroirs. Tu vois, avec le mec qui est à gauche là, et que c'est lui qui va regarder quoi. Et c'est ça qui. Et puis quand elle va redevenir maître de l'espace, quand elle va se réveiller et qu'elle va interagir, là elle va se couvrir, là elle va enlever les miroirs, et là on va plus essayer de sculpter son corps quoi. Donc Carmen, c'est un film qui est très intéressant, que j'encourage à voir, mais je sais pas quoi penser. Hein. Quand j'ai parlé de la rétrospective, Seijun Suzuki, j'avais pas encore vu Histoire d'une prostituée, et c'était pas sûr que j'aille le voir parce que les horaires ne matchaient pas. Et finalement, j'ai pu le voir. Et Histoire d'une prostituée, du coup, de Seijun Suzuki. Seijun Suzuki, j'en ai parlé plusieurs fois. Je vais pas me répéter, voilà. Grand réalisateur des années 60 de la Nikatsu, qui a fait des films baroques, très politiques. Il enchaînait, mais il faisait des films efficaces, fort en forme et en fond. Qui a matrixé plein de réalisateurs par la suite, notamment Tarantino, Damien Chazelle, Jim Jarmusch, Takashi Miike et ce genre de personnalités. Il me restait Histoire d'une prostituée et c'est chose faite. J'ai vu tous les 9 films de la rétrospective Seijun Suzuki. Et donc, qu'en est-il de l'histoire d'une prostituée? L'histoire de cette prostituée en Mandchourie qui va être amenée dans un village en Mandchourie pour s'occuper de militaires globalement, qui va tomber amoureuse d'un soldat qui va être trop matrixé par la hiérarchie, un peu un amour interdit. Elle va essayer de vivre son amour conflictuel entre les assauts des troupes chinoises qui résistent face à l'envahisseur japonais, la hiérarchie hyper autoritaire et viriliste et fasciste du Japon de la ligne impériale, je sais plus comment ils appellent, de la garde impériale, je sais plus comment ils appellent ça au Japon, mais des militaires japonais. Et c'est là que et le patriarcat et la misogynie et le fait
de bosser en tant que meuf qui est là pour, euh, pour faire plaisir aux soldats, quoi. Et c'est parmi les meilleurs films de Suzuki que j'ai pu voir, franchement, quelle claque, mais quelle immense claque ce film. Waouh. Je tiens à dire que j'ai pas vu beaucoup de films japonais qui détestaient autant le Japon. Je pense que Seijun Suzuki, compliqué de trouver quelqu'un qui déteste autant le Japon que lui, quoi. Le mec est, enfin au Japon je parle. Ce mec déteste le Japon et pourquoi? Parce que Suzuki a été en Mandchourie, a été dépêché, a été traumatisé de la guerre, mais comme lui, d'autres réalisateurs et d'autres auteurs, le film adapte le même auteur que La Barrière de Cher, qui était pareil, qui est son meilleur film pour moi de ceux que j'ai vus. Et celui-là l'est aussi. En gros, comment commencer? Bon, déjà, on va dire esthétiquement, c'est super beau. C'est du noir et blanc avec des décors mi-studio. Et j'ai l'impression de tourner vraiment j'imagine, dans la campagne, dans les prairies japonaises, où tu vas voir l'immensité du vide. Genre, c'est vraiment perdu au milieu de nulle part. Ils doivent tenir cette position. Il y a des assauts. Il y a un peu un côté, comme toujours avec Suzuki, un peu irréel, un peu grand théâtre des émotions qui passe. Les décors du village occupé, des immenses plaines, et les moments de bataille, parce qu'il y a des moments d'action de bataille qui sont dantesques alors que tu vois pas grand chose foncièrement à l'écran. C'est avec la musique, c'est avec des feux d'artifice, c'est avec des ombres et avec juste une quinzaine de figurants. C'est impressionnant. Je connais pas ce film, il date de quand? 1965. 1965 ou 64, un truc comme ça. Et c'est surtout c'est au niveau du fond, à quel point. Franchement, c'est un film. Il y en a plein des œuvres japonaises antimilitaristes, anti-autoritaires, antifascistes, etc. Mais celui-là, waouh, je suis pas assez calé en pensée décoloniale, en pensée anti-impérialiste, etc. Mais j'ai l'impression que c'est un film ultra, vraiment antifasciste, anti-décolonial, enfin décolonial à fond, quoi. C'est un film qui te parle de toute la putrescence du fascisme et des militaires japonais, mais au fond de toute autorité qui occupe. Hein. Rappelle que dans Barrière de Chair, ça s'ouvre sur un viol de GI des japonaises, hein, armée soi-disant libératrice. C'est un truc que je trouve matrixant, ça, les réals qui ont perfectionné le noir et blanc à côté quand la couleur est arrivée, toi tu as montré des trucs pour faire quelque chose de full baroque. Après, c'est un peu en parallèle, tu vois, c'est en parallèle, ils faisaient du noir et blanc, en parallèle, ils faisaient des couleurs, hein, c'est pas un avant et un après. Hein. Et le noir et blanc existait depuis le début du cinéma, donc ils ont eu le temps de maîtriser. Hein. Non, ce qui est impressionnant, c'est avec son budget serré et le fait qu'il tourne à la chaîne, quoi. Et donc, c'est un parcours de personnage où le principe de ce militaire, c'est qu'il est trop matrixé par la hiérarchie. C'est dit au début du film, c'est quelqu'un qui est le commandant, qui n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais comme on lui a enseigné, on l'a lobotomisé à suivre la hiérarchie, ça devient le petit chien du commandant, mais vraiment un chien. Et l'enjeu pour la meuf qui parce que est une femme au Japon, et ça c'est tous les films que j'ai vus en tout cas centrés sur des femmes de Suzuki, c'est qu'il te montre que ok, il y a un peu un racoleur, un peu un côté libidineux là-dedans, mais bon ça va. C'est que c'est des meufs, elles sont considérées comme de la chair, comme des objets à la botte des hommes, et donc elles déréalisent leur rapport au pays, leur rapport aux gens qui sont censés être les fleurons du patriotisme japonais. Et elle est là que pour survivre. Elle est là pour survivre, et elle va se prendre d'affection pour ce soldat qu'elle va essayer de délobotomiser, de choisir la vie plutôt que la mort, de choisir, parce que comme tous les fascistes, hein, l'idéologie est ancrée dans la mort. Et surtout au Japon, quoi. Genre, il y a tout un enjeu où si tu te fais capturer par les Chinois et que tu reviens, tu te fais exécuter parce que les Japonais ne se font pas capturer. L'éloge au suicide, l'éloge au sacrifice. C'est vraiment une idéologie de mort, alors que cette prostituée, j'ai oublié son nom, qui est la même, je crois que c'est la même actrice que Carmen de Kawashi, qui est excellente dedans, hein, dans les deux films. Elle va essayer de choisir la vie et va essayer de s'en sortir, et elle vit des choses horribles, et c'est ça qui est hyper prenant de voir à quel point tout est affaire de conditionnement socio-politique, militaire, et que c'est ça à remettre en question absolument. Et c'est dantesque. Tout ça au milieu d'une histoire d'amour tragique, des séquences d'action vénères. T'as notamment un moment, je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est compliqué parce qu'il y a des moments, ça m'a choqué à quel point je pensais pas que la scénario allait aller aussi loin. Mais ce moment-là, iconique, où elle court à travers les explosions, et j'aime bien, c'est que c'est des feux d'artifice en direct, enfin c'est un peu esthétisé bizarre. Ça renvoie à ce côté paysage mental, à ce côté un peu surréaliste, quand même c'est assez ancré dans la réalité celui-là, mais il y a quand même un aspect très poétique.
Elle va courir vers lui, et en fait, c'est que les soldats, ils auraient pu le sauver, mais ils ont préféré sauver une mitrailleuse plutôt que sauver un soldat blessé. C'est que c'est eux-mêmes des bouts de viande, des bouts de chair à canon. Et plus tard dans le film, je vais pas le dire, mais le film, genre James Cameron, je pense, je sais pas s'il a vu Histoire d'une prostituée, mais il y a un côté très, très Avatar, très Cameronesque dans l'histoire d'une prostituée sur les camps à suivre, quoi. Genre, il y a vraiment le bon, la bonne chose à faire dans ce film, c'est mais dire nique ta mère, d'être un traître à la patrie, c'est ce qu'il faut faire. C'est faut être un traître à la patrie, il faut s'enfuir de cette idéologie de mort, s'enfuir de cette idéologie fasciste moribonde qui n'a comme seule destination la mort et les crimes de guerre et les génocides. Parce que bon, je vais dire un peu à la fin, ça s'ouvre sur un plan de brûler tous les villages, de génocider le maximum de trucs chinois, et rappelle que pendant la Seconde Guerre mondiale et un peu avant, les Japonais n'avaient rien à envier aux expériences j'ai oublié le nom de Mengele. Hein. Ils étaient autant si ce n'est plus, des monstres, des fous furieux que les nazis. Hein. Les Japonais, mais vraiment, mais le Japon des années 30-40, mais quelle horreur, et le film rend vraiment bien compte de ça. C'est magnifiquement bien tourné, bien interprété. Le scénario, il est magnifique. Franchement, j'ai été choqué de la qualité de ce film, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment. Et toujours avec une mise en scène signifiante, avec des plans, oui, voilà, des plans hyper signifiants, très esthétisés, qui sont là pour mettre en avant les émotions, mais des fois des choses juste âpres. Mais aussi de la violence sexuelle montrée, mais voilà, quoi, c'est parce que c'est la réalité de cette femme-là aussi. Et il y a des fois, il y a un peu d'humour, ça fait bizarre d'ailleurs. Donc franchement, je recommande fortement Histoire d'une prostituée. Alors c'est pas une restauration 4K, je pense que j'ai vu au cinéma, mais je suis quand même content de l'avoir vu en salle. C'était excellent.